Bonjour, bienvenue dans Canary Call. Trouver sa propre raison d'être pour inventer ou réinventer son métier est au cœur des préoccupations de beaucoup aujourd'hui. Les crises écologiques, sociales et sanitaires rendent le sujet encore plus brûlant. Je suis Perrine Gruat et j'ai créé Canary Call pour mettre en lumière celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences est de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Avec Canary Call, mon objectif est de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Au cours de cet épisode, Caroline Moussoudi-Bourdalé nous partage comment elle a réussi à passer d'un poste marketing, de la prospective dans la beauté et le luxe, à une fonction dédiée à temps plein aux enjeux du développement durable. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous poser la question de ce switch. Est-ce que c'est vraiment possible ? Comment faire ? Par quelles étapes passer ? Faut-il se former ? Qui rencontrer ? Eh bien, je vous invite à écouter cette conversation. Bonjour Caroline. Bonjour Perrine. Tu travailles dans le secteur du luxe et tu t'engages au service d'un développement durable. Peux-tu nous expliquer comment est-ce possible et voire souhaitable ? Alors, je ne travaille plus dans le secteur du luxe, je travaillais dans le secteur du luxe. Pour moi, il n'y a aucune antinomie entre luxe et développement durable. Et j'ai vu souvent cette question, j'ai vu des personnes passer des heures à essayer de réconcilier, trouver des synergies, etc. Pour moi, rien n'est incompatible. Le développement durable, c'est quelque chose qui peut fonctionner partout, se déployer partout, et le luxe, le mastige, n'importe où, c'est possible. Il n'y a aucune antinomie. Ça fait maintenant plusieurs années que tu t'engages dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venu le déclic ? Avec grand plaisir. Alors, le déclic, c'est clairement la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine où on a une quête de sens. Je pense que la maternité a aussi beaucoup joué. Et finalement, on se dit, je vais au bureau, je laisse mes enfants. Pourquoi et quel est le sens de tout ça ? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir ? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser ? Quelles valeurs me portent ? Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai souhaité changer de carrière. Et à un moment, comment tu as décidé finalement de passer vraiment à l'action ? Alors en fait, ça a été une quête. Et pour ça, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise avec mon organisation. Et j'ai pris un 4/5e. Et tous les vendredis, j'ai pris mon 4/5e le vendredi, j'ai cherché à déjeuner avec une personne inspirante. Et à chaque fois que je déjeunais avec une personne inspirante, je lui demandais le nom d'une autre personne inspirante. Et donc, j'ai fait plein de déjeuners tous les vendredis. Ça a été vraiment une période hyper riche, toutes ces rencontres. Et je savais que je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Je travaillais avant dans le marketing. Et en fait, c'était pas du tout au cours d'un déjeuner, mais c'était au cours d'une conférence où j'ai rencontré un patron d'ONG qui parlait en fait de l'engagement au développement durable, mais pas du tout sur un mode misérabilisme. On va aider ces pauvres gens ou on va aider les ours polaires, etc. Mais d'une façon très positive et en montrant que on pouvait agir, chacun à son niveau. Et je pense que ça a été vraiment le déclencheur. Quelle réalisation au service de la transition écologique et solidaire quelle démarche, quel projet tu as mené dont tu es particulièrement fière ? Alors, mon dada, c'est tout ce qui concerne en fait le sourcing des plantes. Et en fait, les dernières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, en fait, utilisent et valorisent les plantes dans leurs produits finis. Et vraiment, les réalisations qui sont plus importantes pour moi, c'est tout ce qu'on a pu faire avec des ONG, vraiment à la source de
de la filière de plantes, comment effectivement on peut aider les communautés à améliorer leur bien-être, leur qualité de vie, mais aussi tout ce qu'on peut faire au service de la biodiversité. Et concrètement, quels ont été les effets directs, les effets indirects de ce projet, de cette démarche? Alors les bénéfices directs, c'est finalement ne pas se contenter de s'approvisionner auprès de fermiers, mais de vraiment comprendre quels sont leurs enjeux humains, mais aussi les enjeux environnementaux, et pouvoir effectivement, avec le soutien d'ONG ou d'entreprises à mission, de pouvoir mettre en place des programmes de soutien, des alternatives économiques, et puis des programmes pour adresser les problèmes liés à la biodiversité. Et c'est un projet qui a été facilement reçu. Comment tu t'y es prise justement entre l'idée et la mise en œuvre? Alors en fait, c'est plusieurs projets. C'est un principe, mais il y a plein d'endroits où on a pu le faire. Dans les deux entreprises où j'ai travaillé, en fait, ma meilleure aide, mon plus gros soutien dans cette entreprise de travailler dans le développement durable, ça a été Greenpeace. Parce que Greenpeace a été extrêmement agressif à travers les médias sociaux, avec ces fausses publicités sur l'huile de palme, sur les effluents de la mode, et finalement aller voir le patron de sa société avec ces petits films de Greenpeace extrêmement efficaces sur la déforestation, sur la mise en danger des orang-outans. Ben ça, c'est un bon moyen de faire bouger les lignes. Donc les constats, les informations, la pression, qu'est-ce qui... Oui, en fait, c'est le risque de réputation. Ne rien faire, c'est prendre un risque. Et donc voilà. Finalement, ça motive. Après, il y a une puissance émotionnelle très très forte dans tous les programmes soutenus par les ONG. Il y a une adhésion incroyable à partir du moment où vous allez dire que vous allez mettre en place une école, planter des arbres, aider les femmes, tout ça. Et c'est tellement riche émotionnellement. Il y a une adhésion qui est absolument incroyable. Et comment tu expliques que tu y es arrivée? Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça? Alors, je me compare à un chien avec son os et qui ne lâchera pas son os. Et je pense que vous pouvez tout de suite imaginer à votre tête l'image de la personne qui veut récupérer l'os et le chien ne va pas lâcher l'os. Bah, je me compare un petit peu à ce chien. Et après, il y a plein de méthodes. On peut le faire avec le sourire, on peut le faire. Voilà, Greenpeace, c'est pas une méthode soft, hein, mais c'est efficace. Après, voilà, on prend ses responsabilités, on les prend pas. Je pense qu'il faut bien identifier quel va être le levier d'action en face de soi. Ce qui est absolument magique dans le développement durable, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas purement professionnel. C'est quelque chose qui est très personnel. On se rend compte que les gens qui sont engagés dans le développement durable, personnellement, ils sont motivés, ils se sont bougés pour pouvoir trouver une place sur ce métier, pour pouvoir lancer la machine. Donc c'est des gens qui personnellement sont acquis à la cause. Donc pour toi, c'est d'abord un déclic personnel avant d'être un déclic professionnel, ou est-ce que c'est en parallèle ou... Non, pour moi c'est vraiment un questionnement sur soi. Moi, c'était une crise de la quarantaine. Je vois beaucoup de personnes, effectivement, enfin de femmes où c'est lié à la maternité. Effectivement, quel est le sens, pourquoi je fais, voilà, pourquoi je vais travailler, pourquoi je suis là, etc. Donc, pour moi, toutes les personnes qui sont dans le développement durable ont un questionnement personnel en amont. Et comment tu as appris à faire ça? Tu parlais de cet os à ronger que tu ne lâchais pas. Comment est-ce que tu as appris à faire ce métier? Aujourd'hui, c'est un métier pour toi. Oui. Alors, le développement durable, c'est comme tous les métiers. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une formation. Il y a plein de gens qui veulent faire du développement durable sans formation. Mais non, ça s'improvise pas. Hein. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Donc, ce métier, je l'ai appris par une formation.
qui était le Collège des hautes études environnementales et développement durable, qui malheureusement n'existe plus, mais qui trouvera des nouvelles formes, tel le phénix. Et après, c'est une question de je sais pas, peut-être de caractère. Moi, je m'ennuie assez facilement. Donc, je fais tout pour pas m'ennuyer. Je pense que dans le développement durable, on s'ennuie jamais. Voilà. Et puis, je veux revenir aussi à cette rencontre qui a fait que je me suis dit, j'ai envie de travailler dans le développement durable. C'est que dans toute mission, en fait, soit on peut le faire avec le bâton, soit aussi on peut motiver, y aller de façon très positive, et c'est aussi ma façon de fonctionner avec les projets. En fait, dans le développement durable, il faut mettre en place des chantiers, des missions, mais souvent, ce n'est pas par rapport à votre propre équipe. Vous devez emmener des gens qui n'ont pas de lien hiérarchique avec vous. Donc, il faut les convaincre. Et c'est en ça que d'avoir fait du marketing avant a été pour moi extrêmement utile, parce que marketer, c'est apprendre à vendre son projet, à vendre son idée. Et je me rappelle encore parce que quand j'ai commencé cette démarche de vouloir faire du développement durable, je suis allée voir celui qui allait devenir mon patron, parce que avant j'étais au marketing. Et lui, c'était quelqu'un qui avait une formation d'ingénieur. Et quand il m'a vu arriver, il avait tous les stéréotypes du marketing en tête. Et il s'est dit, elle. et en fait, il s'est pas rendu compte qu'en fait, le fait de marketer, d'avoir cette expérience marketing, c'est savoir vendre ses projets et surtout bien qualifier son audience, bien qualifier sa cible. Et ma cible, je saurais exactement. Enfin, peut-être pas exactement, mais je ferai le travail de me dire qu'est-ce qui va faire bouger ma cible, quels intérêts on a en commun, quelle synergie on peut trouver pour travailler ensemble. Et vraiment, le développement durable, c'est travailler avec les autres. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Et même quand on parle de développement durable, il y a plein de gens qui vous disent c'est un job qui va disparaître. Parce que le but, c'est que tout le monde se saisisse du développement durable et repense son métier sur le développement durable. Quand j'ai commencé à travailler avec la direction des achats, quand je suis arrivée, que j'ai dit alors sur les filières, ce serait bien quand même de penser aux communautés. On m'a claqué la porte au nez en disant attends, faut que je me vérifie mes stocks, faut que je vérifie mes prix, etc. Qu'est-ce que tu vas venir m'ajouter en plus? Et en fait, on est partis ensemble sur le terrain. Et là, ça a été une prise de conscience personnelle en disant, mais en fait, en tant qu'acheteur, je peux faire quelque chose pour les gens auxquels j'achète. Et finalement, il y a des choses que je n'ai pas vues dans mon contrat d'achat, alors que quand je suis sur place, je vois d'autres choses. Je vois qu'ils n'ont pas les bons équipements, je vois qu'ils sont en danger. Il y a plein d'exemples, mais du coup, le développement durable, c'est savoir travailler avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris en formation pour le développement durable? Non, pas du tout. Non. Le développement durable, ça s'appelle une formation, mais en fait, c'est pas une formation parce que c'est pas une science exacte, le développement durable. Et en développement durable, il n'y a pas une solution qui fonctionne pour tout. Pour toutes les entreprises, pour le privé, pour le public, pour tous les pays, etc. Donc, en fait, les formations en développement durable, ce sont des sensibilisations à des sujets. Et ce qui est intéressant aussi dans les formations en développement durable, c'est que on va vous donner aussi différents avis. On va pas vous dire c'est comme ça. L'huile de palme, c'est pas bien. Non, l'huile de palme, c'est bien aussi parce que c'est l'huile qui est la plus productive, l'huile végétale la plus productive. Donc, il va nécessiter le moins d'espace possible par rapport à d'autres huiles. Et donc, en fait, les formations en développement durable, c'est vous ouvrir les yeux sur différents enjeux, différents contextes, et je pense que c'est apprendre à réfléchir. Comment est-ce que tu continues à apprendre? Oui, en fait, quand j'ai fait ma formation en 2008-2009, c'était vraiment nouveau. Et puis, il y avait une vision vraiment monolithique du développement durable. Alors, à l'époque, en 2008-2009, le développement durable, c'était quand même l'ingénieur agronome qui avait passé pas mal de temps dans le Larzac,
Donc c'était des espèces de caricatures de personnes sympathiques, mais bon, voilà. Mais en même temps, on voit ça complètement en politique sur l'écologie. Hein. C'est la même, on est dans le même territoire. Et en fait, maintenant, il y a une prise de conscience du grand public sur le développement durable. Bon, en même temps, les médias, quand ils ont un sujet, ils le martèlent, on peut pas passer. Bon, le changement climatique, ça, je pense que tout le monde a compris. Voilà. Et du coup, il y a sans arrêt, en fait, des nouveaux objectifs qu'on peut prendre. Là, je vais travailler sur un objectif de carbone neutre, puis de carbone positif. Enfin, on a toujours des nouvelles batailles, on apprend toujours. Et aussi parce qu'on va travailler tout le temps avec des nouveaux services, des nouvelles personnes. Enfin, c'est un domaine dans lequel on apprend tout le temps. On apprend tout le temps sur notre planète. Là, on vient d'apprendre plein de choses sur notre planète pendant le Covid-19. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, tu te formes en faisant. Mais est-ce que tu as prochainement des envies ou des projets de formation formalisée en tant que telle? Alors, la dernière formation que j'ai faite, c'était, je pense, il y a 6 ans. C'était sur l'entrepreneuriat social. Parce qu'en fait, avant de travailler dans le développement durable, je travaillais dans le marketing et plus particulièrement dans tout ce qui est identification des tendances. Et j'ai vu que l'entrepreneuriat social, elle est explosé. Et du coup, c'est la dernière formation que j'ai faite. Là, je fais des recherches. C'est pas vraiment des formations, mais je fais des recherches sur l'agriculture urbaine, parce que je pense que c'est un phénomène qui va exploser. Alors, je pensais vraiment à ce sujet avant le Covid-19, mais alors là, je suis prête à prendre des paris. Et tu disais que le développement durable, c'est aussi beaucoup travailler avec les autres, en interne, et j'imagine potentiellement aussi avec les clients. Oui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te développes aussi en particulier, ou que tu cherches à développer d'une manière ou d'une autre? Oui. Alors, c'est hyper important. Moi, je suis dans une entreprise en business to business. Donc, si mes clients qui sont directement en contact avec les consommateurs ne saisissent pas le sujet, on a raté toute notre bataille. Donc, c'est critique que nos clients se saisissent du sujet du développement durable. Et donc, on a en fait toute une action de sensibilisation de nos clients sur ces sujets. Donc, il y a des clients qui sont plus ou moins engagés. Donc, il y en a effectivement qui sont prêts à y aller. Il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, on a tout un travail de sensibilisation. Leur expliquer que c'est pas parce qu'on va pas en parler au client final qu'il faut pas le faire. Ça, c'est très important. Par exemple, quand on travaille dans ces usines, surtout l'impact carbone qu'on met en place de l'électricité renouvelable comme des éoliennes, des panneaux solaires, de la géothermie, etc. On va pas le mettre sur son flacon de parfum. On va pas le mettre sur son paquet de lessive. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Hein, donc, c'est apprendre effectivement à nos clients qu'il y a des engagements qu'il faut avoir, même si on va pas le retrouver sur le produit définitif. Et après, effectivement, il y a tellement de demandes des clients que nous sommes tous d'avoir des infos, de la transparence sur ce qui est dans le produit, d'où ça vient, qui on soutient et des actions qu'on peut faire au-delà de vendre un produit. Tout ça, effectivement, c'est notre rôle de pouvoir les former. Merci. Tu parlais tout à l'heure de cette os que tu ne lâches jamais. Ça m'intéresse vraiment de comprendre justement comment tu tiens dans la durée. Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie? En fait, tout le temps, on a besoin d'énergie. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre d'être en mode roue libre dans la journée au bureau. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça ne bougera pas. Après, moi, j'ai vraiment des convictions et je suis hyper enthousiaste. Ça me fait très plaisir de faire mon colibri tous les jours. Je sais pas si tu connais l'histoire du colibri. Mais raconte-la nous. Raconte-la nous. Donc, l'histoire du colibri, c'est en fait une forêt qui est en feu. Et tous les animaux sortent de la forêt qui est leur alimentation, leur habitat, leur refuge, et ils se mettent tous face à la forêt qui est en train de brûler, et juste derrière eux, il y a une rivière qui va les protéger. Et en fait, il y a un colibri, donc vous savez, le colibri, c'est un tout petit oiseau, qui va prendre un petit peu d'eau dans son bec, et qui va aller
jeter ces petites gouttes d'eau au-dessus de la forêt. Et il fait comme ça, commence à faire plein d'allers-retours. Et il y a le lion, donc qui est le roi des animaux, qui s'adresse à lui, qui lui dit, mais enfin, Colibri, tu es complètement ridicule, tu vas rien changer avec. Tu es tout petit, qu'est-ce que tu veux faire? Et il lui répond, oui, mais j'aurais fait ma part. Donc je fais ma part. Et j'adore faire ma part. C'est ça qui te donne de l'énergie. Ouais. D'autres choses quand tu sens que t'es un peu en mode low batterie pour te régénérer, qui sont importantes? Non, en fait, c'est le fait d'avoir plein de projets et j'aime beaucoup échanger, monter les projets et s'il y a des projets qui me plaisent moins, il y en aura toujours un qui me plaira. Et puis aussi, moi, je dirais qu'il y a une grande liberté parce que il y a tellement à faire que il y a au moins, il y aura toujours une part de projets qui me motiveront. Donc, est-ce que tu as l'exemple d'un projet ou d'une démarche qui n'a pas abouti et pourquoi? Auquel tu tenais. Oui, mais je n'ai pas lâché l'affaire. En fait, moi, je milite pour que mon bureau est dans un immeuble qu'on partage avec d'autres locataires et on a la chance d'avoir un très grand parc. Et en fait, moi, je voudrais qu'on puisse mettre en place un potager urbain dans ce parc. Et donc, il faut mettre tout le monde d'accord pour lancer le potager urbain. Et jusqu'ici, on n'a pas encore réussi à le faire. Mais voilà, on va le faire un jour. Est-ce que tu as pu identifier quels étaient les freins la fermeture des bureaux. Oui, c'est pas mal. Donc, dès que ça réouvre... Ah, je suis prête. Avis aux colocataires. Voilà. Caroline revient. Voilà. Ils t'attendent avec joie sur ce projet. Je pense que c'est le propriétaire qui m'attend avec le moins de joie possible, parce que effectivement, les propriétaires d'immeubles de bureaux sont pas obligatoirement les plus investis sur ces sujets. Mais tant que les locataires sont motivés. Et en fait, dans tout groupe, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont plus motivés que d'autres. Il y a des gens qui seront acteurs dans le groupe et d'autres pas. Enfin voilà, un groupe, c'est ça. Hein. De quoi tu aurais besoin maintenant pour continuer? Ça, j'ai compris que t'étais bien dans ta lancée. Mais si on te disait maintenant il faut accélérer, de quoi tu aurais besoin pour accélérer, pour passer à la vitesse supérieure? Imaginons que justement avec toute cette histoire de Covid, etc., on dise ok, en fait, maintenant faut vraiment y aller. De quoi t'aurais besoin? De clones. En toute modestie, c'est horrible de dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est... ça m'intéresse, en partie. Oui, c'est... je veux parler d'impact, en fait. Je pense que l'objectif dans le développement durable, c'est d'avoir un impact. Aujourd'hui, moi, l'impact, je le ressens à travers nos clients. Donc, plus nos clients seront engagés, plus on aura d'impact. Plus les consommateurs seront aussi demandeurs. Donc, plus ils sont demandeurs, plus ça fait avancer les choses, etc. Donc aujourd'hui, ma frustration, je dirais, c'est de pas pouvoir m'adresser à encore plus de clients possible. Voilà. Mais c'est vraiment une mission d'évangélisation, de convaincre, de motiver, d'expliquer, de donner les outils en disant bon, ok, là. Je veux une lessive engagée, je veux une boisson engagée, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment en tant que fournisseur business to business, je peux vous accompagner là-dessus? Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ma société ne fait pas de packaging. Donc tout l'intérêt aussi, c'est de semer des graines chez nos clients pour qu'ils se disent, ok, je vais le faire pour une partie de mon produit, mais à un moment on va m'attendre à ce que tout le produit soit cohérent. Et du coup, il va se dire, faut que je me bouge sur l'éco-conception de mon packaging. Donc, c'est vraiment semer des graines parce que le développement durable, c'est pas une personne qui va pouvoir le faire. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas un département qui va pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment faire germer. Et à partir du moment où vous vous rendez compte que vous pouvez faire quelque chose vous-même, c'est tellement satisfaisant de dire, oui, moi aussi, je peux faire quelque chose. Au bureau, j'ai créé ce qui s'appelle une Green Team.
Et en fait, j'ai proposé à des volontaires de réfléchir sur l'impact environnemental de notre activité et de dire qu'est-ce qu'on peut faire au bureau pour que ça change. Alors c'est plus de gobelets jetables, imprimer moins de papier, trier nos déchets, etc. Et pendant le Covid-19, on s'est mobilisé de façon très spontanée et on a fait chaque semaine une newsletter pour se dire on garde du lien et comment ensemble on peut continuer à faire quelque chose alors qu'on est chez soi. Excellent. Est-ce qu'il y a un sujet en ce moment en particulier sur lequel tu aimerais justement porter la voix? Quel serait ton canary call? L'agriculture urbaine. Ouais. Alors, je sais qu'on peut pas en vivre, que c'est pas une solution pour s'alimenter. On aura besoin de toujours nos campagnes. Il s'agit pas non plus de lâcher les agriculteurs tout autour de nous, mais je pense que se reconnecter avec la nature pour mieux la respecter, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je suis très contente, Yves Rocher a choisi ça comme raison d'être récemment. Je trouve que c'est très beau l'idée de reconnexion avec la nature. Et c'est quelque chose de beaucoup plus concret de juste voilà, une idée qui fait plaisir mais sans implication concrète. La nature, les animaux aussi, si j'ai bien compris, c'est important. Oui, les animaux, là on entend les hirondelles. Il y a un petit lapin qui vient de passer aussi. Oui. Et même en zone urbaine, c'est possible. Oui, c'est possible. Parmi les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs sur lesquels tu te sens particulièrement engagé ou sensible? Oui, alors je dirais 2, si je peux. La lutte contre la pauvreté, je mettrais dans le même l'accès à l'alimentation et l'accès à l'eau potable. Pourquoi c'est des objectifs qui me paraissent particulièrement importants? Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Ça vient pas de moi, mais je tiens à le partager. C'est que pour moi, derrière ces objectifs de développement durable, il y a un enjeu de paix. Si on n'a pas à manger, si on n'a pas accès à l'eau potable, on met en péril la paix. Et je pense que la paix, c'est un de nos biens les plus précieux. Pour conclure, quelle musique, quel titre notre échange t'évoque-t-il? Les 4 saisons de Vivaldi. Allez, zou. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange, pour ce témoignage. Merci, Perrine. Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.